voici de retour pour une nouvelle masterclass. Bienvenue sur le sommet de la connaissance de soi. Et aujourd'hui, nous retrouvons Karine Morel. Bonjour Karine et bienvenue à toi. Bonjour, merci pour cette invitation. Avec grand plaisir. Alors, ce qui est bien avec le sommet de la connaissance de soi, c'est que on voyage. Donc, moi, je suis au Chili. On a vu que tu connais d'ailleurs Nicolas Lisiak qui est en Pologne, Siegfried Sey en Estonie, et toi, Karine, tu es en Nouvelle-Calédonie. Voilà, on fait le tour du monde. On fait le tour du monde et justement, moi, ce que j'aime bien, c'est que pour refaire le lien avec la connaissance de soi, c'est que d'un point de vue extérieur, on est un petit peu sur différents coins du monde, mais c'est aussi ça la connaissance de soi, c'est aller chercher à l'intérieur de notre monde intérieur et découvrir finalement chaque partie, chaque pôle, chaque aspect de ce monde intérieur qui est juste immense, pour ne pas dire infini. Alors, je voulais te faire intervenir, Karine, pour un sujet que je trouvais important, on va dire le mot, c'est parler des enfants et parler de la connaissance de soi au travers des enfants et notamment au regard de ta spécificité, la notion de HPI, d'enfants différents et finalement de compréhension de l'enfant et de développement finalement de cette connaissance de soi et des aptitudes et du potentiel finalement, des potentiels qui sont parfois un petit peu réfrénés chez l'enfant. Avant tout ça, je vais te présenter rapidement et je vais te laisser compléter. Donc, tu es formatrice et coach neurosportive. Tu es spécialisée en apprentissage et en excellence et tu as travaillé avec pas mal de personnes de tout âge, tout en ayant quand même un focus qui est quand même assez fort. Moi, je dirais plus une spécialisation sur l'enfant et avec différentes méthodes sur lesquelles tu travailles, donc qui permettent d'améliorer la mémorisation, la concentration. Tu as également la lecture rapide aussi, qui est un sujet clé. On en a parlé également avec Nico Lisiak, donc vous vous rejoignez sur ce sujet-là. Également, et favoriser le changement de mentalité positif. Et tu es également conférencière, experte en éducation et tu as pas mal collaboré avec plusieurs établissements scolaires renommés en France, à l'international, sur les sujets justement liés à l'éducation, à l'enfance, à l'apprentissage. Je pense que j'ai oublié des choses, je vais te laisser te présenter et puis on va aller plus loin ensemble. Écoute, c'est une belle présentation, ça fait bien le tour. En fait, mon objectif, je dirais, principal, c'est on se soigne tous quand on est coach, hein. Soyons clairs, on prend notre problématique et on la décortique pour pouvoir aider les personnes. Et en fait, ouais. Et en fait, si tu veux, mon objectif, c'était de renforcer la relation parent-enfant pour soutenir le développement de l'enfant, parce que je me suis retrouvée, moi, avec mon fils qui était très haut potentiel et qui était un peu mis à l'écart. On en parlera après, enfin, pas de mon fils, mais de la mise à l'écart des hauts potentiels. Pas de tous, faisons pas de généralité, soyons bien clairs. Et en fait, je voulais trouver comment l'aider, comment pouvoir renforcer notre relation à nous pour que lui se développe, mais sainement, tu vois. Et donc, toutes les formations que j'ai faites pour moi, vu que je l'ai retiré de l'école parce que, en fait, ça collait pas à l'école, et au lieu de vouloir, la psychologue scolaire voulait le faire sauter une classe et le directeur voulait me le rétrograder parce qu'il avait déjà 1 an d'avance. C'était pas concevable. Et nous, en Nouvelle-Calédonie, je suis en brousse. On n'a pas toutes les écoles. Alors, on a des écoles, c'est clair, mais là où j'étais, je pouvais pas changer d'école. Donc, on a retiré et on avait. Et donc, à partir de là, c'est pareil, on a tous, je pense, un petit peu le syndrome de l'imposteur. Pour contrecarrer ça, je me suis formée. Et après m'être formée, je me suis rendu compte que je pouvais aider les gens. Et c'est comme ça, en fait, qu'est venue cette spécialité avec la différence des gens et des enfants plus précisément.
D'accord. Ouais, donc mais c'est vrai qu'on retrouve beaucoup ça, c'est que finalement, on va soigner des problèmes que l'on a nous ou que l'on va avoir sur nos proches et dans ton cas, c'est, vraiment la chair de ta chair, donc c'est ton C'est ça. petit, donc c'est d'autant plus important et là, tu as soulevé quand même des points qui sont quand même assez, du moins, dit en filigrane certains points qui sont assez clés, qui parlent donc de l'éducation, des limites finalement de systèmes qui sont plutôt, je dirais, généralistes, qui sont faits pour être finalement que l'enfant s'adapte. Alors peut-être que je m'avance un peu là-dessus, mais on va dire de façon que l'enfant s'adapte au système éducatif et finalement sans avoir ces différentes spécificités Alors de c'est pas l'enfant. partout, hein. C'est pas partout, Ouais, mais disons que si tu tombes sur une école où c'est un peu où les comment on peut dire ça, les professeurs, les directeurs ne sont pas formés en fait, parce que ce qu'il faut savoir, en tout cas en Nouvelle-Calédonie c'est comme ça, c'est que les professeurs doivent se former pendant le temps de leurs vacances avec leur denier. Par contre, on leur demande de se former. Ça fait c'est un partie vrai de ce engagement de effort. la personne, quoi. S'il y a, Voilà. Et selon sur qui tu tombes, comment te dire, il faut se mettre à leur place aussi. Et donc, on te dit, ben, c'est pendant tes vacances et avec tes sous. Ok. et il faut pas. Je trouve que c'est bien que tu soulignes ça parce qu'il faut quand même garder en tête aussi que chacun fait avec les moyens qui sont présents et Dieu sait que les moyens justement qui sont mis à disposition de professeurs et ne serait-ce que par rapport à les ressources financières, que ce soit pour la profession en tant que telle, qui malheureusement n'est plus valorisée comme elle a été peut-être il y a 20, 30, 50 ans en arrière, les moyens qui sont mis à disposition vis-à-vis de certaines classes, de certains élèves ou quoi que ce soit, font qu'il y a ces difficultés. Alors je sais, comme tu m'as dit, toi effectivement tu étais un peu limité, il y a aussi des types d'enseignements alternatifs. Est-ce que tu t'es intéressé, j'imagine que oui, à ce Oui, je type me ou suis pas? intéressée, mais là la problématique elle vient de moi si tu veux. Comment te dire, avec mon petit syndrome d'imposteur, non, mon énorme syndrome d'imposteur, je voulais pas, en le retirant de l'école, que s'il ait envie d'y retourner plus tard, on lui fasse passer un test d'entrée pour l'école et qu'on lui dise que vu que c'est l'école à la maison, parce que l'école à la maison tu as plusieurs sortes. Tu as celle où tu laisses l'enfant faire comme il veut, il apprend ce qu'il veut. S'il a envie d'apprendre le jardinage, il va apprendre le jardinage. Et vraiment, tu le laisses à la découverte totale. Sauf que quand tu veux le remettre à l'école, ça grince un peu des dents, même si, au fond de moi, ça me plaît bien. Et c'est ce qu'on fait tous les après-midi. Mais euh, ça passe pas au niveau de l'éducation. Après, si tu veux le remettre, l'éducation nationale, ça passe pas. Après, tu as l'éducation pour lequel tu prends la structure et tu la fais toi-même. C'est-à-dire, tu prends le contenu que les professeurs devraient faire pendant l'année et tu suis l'année comme ça. Ou alors, tu as encore une autre manière, c'est de l'inscrire dans un établissement et il est comme pour les expatriés, c'est-à-dire qu'il est inscrit dans un établissement spécifique où il va recevoir des cours, où il a contact avec les professeurs. Un peu comme le CNED, si ce n'est que le CNED n'est pas spécialisé pour les hauts potentiels ou pour les enfants différents. Il est vraiment là, le CNED, pour faire l'école pour un enfant qui est malade, un enfant qui est avec une difficulté particulière, qui ne peut pas intégrer un groupe, tu sais qu'il y a une phobie scolaire par exemple, etc. Parce que la structure est exactement la même que celle que l'enfant va rencontrer à l'école. Donc quand moi j'ai été confrontée à ça, et que j'ai téléphoné, enfin j'ai déjà fait le tour de plusieurs associations spécialisées. À plusieurs reprises, les gens m'ont dit ne le mettez pas au CNED, parce que oui, vous allez avoir la structure, mais ce qui ne fonctionne pas à l'école ne fonctionnera pas à la maison et ça va être vous la méchante. Tu comprends? Parce que c'est exactement la même chose. Donc, moi, je l'ai inscrit dans une école spécialisée pour les surefficients. Et à partir de là, pardon, surefficient, c'est le terme
qu'utilisent les psychiatres, psychologues. On va y revenir après. De toute façon, au potentiel, voilà. Donc cette école-là, elle est spécialisée et il y a plein de choses autour en plus qui va dans le sens de l'enfant qui est au potentiel, justement. Voilà. Une adaptation. Alors, si je résume, si je récapitule un petit peu, donc finalement dans ton cas, alors on va vraiment préciser encore une fois, et ça c'est toujours, je trouve que c'est aussi au cœur de la connaissance de soi, c'est que on est toutes et tous uniques, que ce soit en termes de parents, en termes d'individus et en termes de nos enfants. Donc dans ton cas bien spécifique, finalement tu t'es rendu compte que le système éducationnel classique ne fonctionnait pas pour ton enfant. Donc du coup, tu as cherché différentes alternatives. Sur les alternatives que tu peux avoir, justement, au vu de la distance, au vu du lieu, eh bien, la solution la plus idéale pour toi, ça a été de finalement faire l'éducation à la maison. De là, on arrive à finalement de multiples options possibles que tu nous as, c'est intéressant parce que je connaissais pas du tout ces différentes possibilités. Et de là, tu en as choisi une qui finalement allait sur un système éducatif qui est adapté pour les enfants suréfficients. On reviendra sur ce mot de suréficient après. Et finalement, pour amener ce type d'éducation-là. J'ai bien résumé, oui, c'est bien ça? C'est exactement ça. Génial. Et donc, je vais, avant d'aller un petit peu plus loin sur ton histoire et sur cela, parce que effectivement, donc c'est des questions qui nous intéressent à toutes et tous comme parents, moi inclus. Donc tu vois, nous par exemple, si on prend le Chili, typiquement, il y a le système éducatif classique, il y a des institutions comme nous par exemple, l'Alliance française, qui est une éducation qui est dans vous devez en avoir à Alliance française. Non, parce que nous, en fait, si tu veux, la Calédonie, elle est française. Donc, on est vraiment calé, on est au bout du monde, mais on est calé sur l'éducation française. L'éducation, ouais. Donc, nous, on a l'Alliance française, ce qui est intéressant parce que c'est quand même un système qui est proche du système éducatif français, mais avec certaines différences. Et il y a d'autres systèmes alternatifs que certains connaissent peut-être, qui est le système Waldorf, par exemple. J'ai un ami qui a mis ses enfants sur un Waldorf. On a Montessori et on a d'autres types d'éducation alternatifs. Alors, je n'ai pas tous les noms. Oui, il y en a plein, il y en a plein. Il y en a plein, oui. Et est-ce que tu as tu t'es renseigné par rapport à ces systèmes-là? Est-ce que tu as des choses à nous dire par rapport à... Oui, je m'étais renseignée parce qu'ici, on a plusieurs écoles qui sont basées sur le type Montessori. Mais en fait, dans l'idée, c'est très bien pour moi, toujours pour moi, on est bien d'accord. Dans l'idée, Montessori, c'est très très bien. Sauf que Montessori, quand elle a mis ça en place, elle n'a pas voulu le labelliser. Et nous, on n'a que ce type-là. C'est-à-dire qu'en alternative, on n'a que ce type-là. Donc, c'est pour ça que je me suis vraiment renseignée sur ça. Sauf que elle n'a pas voulu le labelliser pour que ça soit ouvert au plus grand nombre. Résultat des courses, tu as plein d'écoles qui se disent Montessori et qui n'utilisent pas du tout la méthode Montessori. D'accord, ok. Tu vois ? Donc, il y a ça aussi à regarder. Il y a ça aussi à regarder. Comment tu peux le savoir? Comment tu peux le vérifier? C'est ça, il faut que tu... Montessori, c'est très carré. Il y a des protocoles à suivre au niveau des jeux, au niveau de... Tu vois ? Et après... tu peux partir sur, comme je te disais, il y a beaucoup d'autonomie de l'enfant. Et quand tu arrives dans une école où cette autonomie-là, elle n'est pas réellement mise en place et où il y a des règles, où les enfants doivent faire tous ensemble la même chose, faut faire attention. Des fois, il y a que le nom, tu vois. Et quand il y a que le nom, faut... Ouais, je comprends tout à fait. Je comprends tout à fait. Ouais, donc c'est intéressant parce que ça montre vraiment finalement cette pluralité sur l'éducation en tant que telle. Ça montre que finalement aujourd'hui, au début du 21e, on est quand même dans un, je dirais, entre deux mondes déjà.
clairement, on est dans un monde du XXe siècle. On est aussi sur des éducations qui étaient plus calquées sur et adaptées à ce monde-là. Le monde a changé depuis une vingtaine d'années. Ça a été la folie. Il y a des systèmes aussi innovants qui sont pas si récents que ça. Hein. Si on prend par exemple Steiner et Waldorf, je crois que ça date d'il y a un siècle, hein, quelque chose comme ça. Il y a beaucoup de méthodes comme ça qui sont anciennes et qui sont reprises maintenant. Tu vois, même dans les apprentissages, alors là je te parle d'apprentissage de lecture, mais tu vois, la méthode syllabique ou la méthode du global, on est passé on a fait d'abord la syllabique, puis on s'est dit non, il faut vraiment faire le global pour les enfants. Après, on a fait la semi-syllabique parce qu'on s'est rendu compte que la globale, elle fonctionnait pas. Et puis finalement, on est revenu sur la sur la syllabique. Donc, tu vois, il y a des choses, c'est très ancien. Et plusieurs de ces méthodes, c'est comme ça. Et en fait, ouais, ça fonctionne et on les ressort maintenant et on essaye d'utiliser ce qui est le meilleur pour l'enfant, en fait. Ouais, toujours avec ce souci de l'enfant au centre. C'est ça. Et donc, on parle de méthodes différentes, mais aussi on parle d'enfants différents. Oui. Et typiquement, tu as souligné quelque chose pour ton petit, c'est la notion donc qui est appelée, on va dire, d'un point de vue plus académique, de surefficient. Certains diront plus peut-être HPI, au potentiel. Avant, on disait surdoué. Il y a la douance. Il y a aussi en intermédiaire, ouais. Il y a eu le terme douance. Douance. Il y a aussi d'autres, finalement, façons de fonctionner, je dirais, d'autres enfants qui vont fonctionner de façon différente. On pourrait parler de l'autisme, on pourrait parler d'autres types de fonctionnement. Et là, au regard de ça, bon, déjà, pour les différents mots sur HPI, sur efficient, tout ça, qu'est-ce que tu pourrais dire par rapport à ça et qu'est-ce que tu pourrais dire justement par rapport à quand j'ai mon enfant, il est là, il a son mode de fonctionnement. Moi, c'est déjà pas super clair de moi arriver à me connaître, à savoir qui je suis. Comment est-ce que je peux aider mon enfant à voir finalement qu'est-ce qui est le plus adapté pour lui ou elle et qu'est-ce que je fais par rapport à finalement une différence qui est un point de force d'un côté, mais qui aussi peut être malheureusement un handicap par rapport à un système donné. Souvent, voilà, et ce, quel que soit. Oui, je comprends ta question. Souvent, les gens qui viennent me voir viennent pour leurs enfants, parce qu'ils ont une difficulté avec leurs enfants, soit à l'école, soit au niveau du groupe. Du groupe, je m'entends, ça peut être au sport, avec d'autres enfants, ou soit avec un problème direct parent-enfant. Et finalement, quand on creuse un peu, c'est parce que ça fait effet miroir. Tu vois, comme moi, ça a fait avec mon fils. Souvent, les parents, ça fait effet miroir. Et donc, quand ils essayent de comprendre leur enfant, c'est que ça révèle une blessure. Et donc, souvent, quand ils viennent me voir, après, je traite avec les parents plus qu'avec les enfants. Pour leur expliquer comment fonctionne le cerveau de l'enfant, pourquoi il y a cette réaction, comment eux, et finalement, c'est plus eux qu'on challenge dans la recherche, dans l'écoute de l'enfant et dans la compréhension de l'enfant. Parce que l'enfant, finalement, ça reste une éponge de la personne qu'il a en face, de l'adulte référent qu'il a en face. Et si ça te fait mal à toi, c'est là qu'il faut plutôt aller voir vers soi que vers sa progéniture. Et donc souvent, quand les parents inscrivent leurs enfants dans AAA, moi, je donne mon WhatsApp et on prend des rendez-vous. Et c'est pas avec les enfants que je prends les rendez-vous, c'est avec les parents. Et on gère ça comme ça. Mais c'est normal. Donc, finalement, tu travailles avec les deux, finalement. Tu travailles avec et tu dois interagir avec le parent et l'enfant et gérer... Exactement. Surtout que ma formation, elle l'ouvre, pour ceux qui le veulent, sur les championnats du monde, justement, qu'organise Nicolas, de lecture rapide, de mind mapping. Et puis, cette année, il organise aussi la mémoire, normalement, si je dis pas de bêtises. Donc,
si tu veux former les enfants au championnat, mais il faut pas que les parents y contrecarrent ce que tu fais. Par exemple, je vais te donner un exemple très concret. Dans le protocole de lecture, moi j'utilise celui de Nicolas, dans l'entraînement spécifique pour le championnat. Après, je fais plein de trucs autres autour, mais pour ça fonctionne. Donc, change pas quelque chose qui fonctionne, quoi, tu vois. Et quand tu donnes le protocole, il y a des exercices à faire, et c'est 10 minutes par jour. Sauf que, il y a des parents qui veulent la performance de leur enfant, parce que eux ne l'ont peut-être pas fait, parce que bon, il y a d'autres problématiques qui se cachent derrière. Et je te donne un exemple très concret. L'année dernière, j'ai un enfant, je pense, qui aurait pu faire un podium, sans problème. Sauf que la maman s'est dit que l'entraînement n'était pas bon, et donc elle lui faisait faire 1 heure à 1 heure et demie les exercices que moi je demandais sur 10 minutes. Parce que c'était pas assez. Et donc on a essayé de changer tout ça. Elle a compris, mais elle a compris trop tard, et son enfant était dégoûté. Tu vois, donc il a abandonné, il n'a pas voulu faire le championnat, il a continué sa formation, il a fait la formation, etc. Mais si tu veux, elle a cassé le challenge qu'il aurait pu avoir, le défi qu'il aurait pu se mettre, et la performance qui était, à mon sens, qui aurait été réussie. Donc, c'est vraiment avec les parents avec lesquels je fonctionne, et voilà. Voilà, que dire de plus? Ça me fait penser à quelque chose qui m'a marqué. J'en ai déjà parlé il y a quelque temps. C'est parce que ça m'a vraiment marqué. C'est l'histoire d'André Agassi, le joueur de tennis. Et alors moi, je l'ai connu dans le début des années 90 avec ses cheveux très longs, avec des couleurs fluo dans tous les sens. Vraiment le style années 80, 90 à fond. Et je me rappelle à l'époque, j'étais pitchoun, je faisais du tennis et je regardais les finales de Roland Garros. Et 2 années de suite, en fait, il arrivait en finale et il perdait ses finales. Il arrivait jamais à gagner, mais il se retrouvait toujours vraiment à la limite. Et ça m'a marqué parce qu'un jour, sur un plateau télé, il avait raconté, je crois que c'est dans son autobiographie, Open, où il a raconté que, en fait, il jouait du tennis parce que son père l'avait mis au tennis et l'avait finalement poussé jusqu'à la compétition parce qu'il avait un talent. Il avait, il faisait le nécessaire pour, parce qu'il n'y a pas que le talent non plus. Et en fait, il s'est rendu compte, après ces fameuses finales ratées du Roland Garros, qu'en fait, il aimait pas le tennis. Et donc là, tu te dis, bon, un joueur, un des top 10 mondiaux qui se dit... Et en fait, il a arrêté de jouer au tennis. Il a fait une pause. Et il est revenu quelques temps plus tard, genre 1 an ou 1 ou 2 ans après. C'est là qu'on a vu l'Agassi beaucoup plus sobre, habillé en blanc, avec les cheveux rasés, donc look radicalement différent. Mais aussi, finalement, une personne qui a, je dirais pas changé, et ça c'est très intéressant en termes de connaissance de soi, qui a évolué. C'est plus le même. Et il est revenu au tennis par plaisir et non par contrainte, non par obligation du père. Et là, du coup, c'est là qu'il a commencé à devenir le joueur, je pense qu'il a été numéro 1 mondial pendant quelques temps, a gagné les compétitions. Et finalement, en fait, au-delà de la victoire en tant que telle, au-delà de la performance, finalement, d'arriver sur une association d'un sport à performance, résultat, réussite, d'un côté, à un sport, c'est passion, plaisir, et finalement une excellence qui est encore plus élevée parce que il y a un alignement entre ce qu'il est et ce qu'il fait. Et vraiment, ça me fait écho de cette façon l'histoire dont tu viens de nous parler. Et puis tu vois, en fait, moi, ce que je fais dans la formation, et c'est pour ça que c'est pas une obligation d'aller à la compétition, c'est que je leur explique aux enfants, vraiment, la formation, elle est là pour les aider après. C'est-à-dire que la plupart du temps, je travaille avec des primaires ou avec des collèges, mais pour que le lycée soit plus simple et qu'on évite ce bachotage de terminale là où tu apprends pour apprendre et pour faire passer ton bac, et que si je te demande 3 ans après ce que tu as passé, tu es carrément incapable de me dire. Tu vois, on travaille sur la compréhension, on travaille sur la rétention d'informations, mais surtout à l'explication. Moi,
on s'amuse. Ils ont un cours à faire, il faut qu'ils aillent expliquer à quelqu'un. Tu vois, c'est pas j'apprends mon cours pour... Quand tu sais l'expliquer, tu sais, tu n'as plus besoin d'apprendre. Tu vois ce que je veux dire? Et donc, on a toute cette mise en place qui est là, où je leur apprends pourquoi ils le font. Moi, dans mes cours, il y a toujours le pourquoi. J'ai manqué de pourquoi quand j'étais petite, si tu savais. Et donc, il y a un pourquoi dans tous les exercices que je fais. Il y a toujours un pourquoi on le fait. Alors, c'est intéressant le mot que tu viens de dire, pourquoi. Je ne sais pas si c'est sur les mêmes techniques pédagogiques que celles que j'utilise. On va le voir là, et puis si c'est pas le cas, j'aimerais bien que tu nous en dises un petit peu plus. Ça pourrait être vraiment de la matière utile. Moi, j'utilise beaucoup en termes pédagogiques ce qui s'appelle le pourquoi, le quoi, le comment et le après. Est-ce que c'est à ça que tu fais référence ou c'est autre chose? En fait, je me base là-dessus, mais souvent, alors si tu veux, j'explique comment ça va fonctionner avec le cerveau, quelle partie du cerveau va être mise en avant, pourquoi nous, on utilise cette partie-là. Et je donne pas qu'un seul exercice. Je donne toujours 2, 3, 5 exercices. Et je leur dis, personne choisit l'exercice que tu vas faire. Ils travaillent la même chose. Tu préfères celui-là? Tu fais celui-là. Tu préfères... Et c'est pas papa, maman. Tu vois, je les mets dans l'autonomie. Parce que moi, après, je sais ce qui va être fait ou pas fait. D'une semaine sur l'autre, on mesure les choses. Je fais vraiment, si tu veux, là, je mets ma casquette de coach et je fais vraiment, voilà, on a fait la base. Maintenant, on en est où? Et chaque semaine, on regarde où on en est. Pour chaque enfant, tu vois. Et donc, s'il n'a pas travaillé, je sais qu'il n'a pas travaillé. Il n'y a pas de secret. Et je les passe tous. Il n'y a pas d'arrangement. Tout le monde vient pas, tout le monde passe. Et donc, de là, j'explique qu'ils peuvent faire celui-là, 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 celui-là. Je les mets en autonomie. Et en fait, je leur dis pourquoi, quelle partie du cerveau va travailler et quel est le but, en fait, dans la formation. Pourquoi on utilise ça dans la formation? À quoi ça va leur servir plus tard? Tu vois, comme quand tu fais des maths pour des maths et qu'on ne te dit pas pourquoi dans la vie ça va te servir ou pourquoi tu fais du français et on te l'explique pas. En fait, je donne toujours le pourquoi. Parce que ça, c'est pareil, c'est toujours la même chose. Hein. C'est moi, quand j'étais petite, que je demandais pourquoi, souvent on me répondait par un comment. Ou alors, comment faire? Comment faire ou c'est comme ça. Donc tu le fais, c'est comme ça. Tu vois? Quand à l'école, on te dit ça régulièrement et que tu agaces les professeurs, mais moi j'ai pris le contre-pied. Alors peut-être je les agace moi dans l'autre sens, parce que moi, il y a des pourquoi de partout. Non, mais c'est intéressant. Là, tu viens d'aborder un sujet qui est fondamental et qu'on oublie beaucoup en termes de pédagogie. Alors, moi-même, je le vois aussi, puisque finalement, en fait, alors je devrais pas dire le mot pédagogie puisque c'est plus orienté enfant, mais bon, on sait ce que ça veut dire d'un point de vue commun, que ce soit adulte ou enfant, finalement, c'est le même fonctionnement. C'est pour qu'il y ait un apprentissage qui puisse se faire, il y a différentes choses à mettre en place. Et effectivement, ce que tu as mis en place, ce que tu mets en avant, c'est la notion du pourquoi, dans le sens, quel est le sens, quelle est la raison d'être. Pourquoi tu vas utiliser par exemple, la mathématique? Pourquoi est-ce que tu vas, à un moment donné, apprendre à faire des équations? C'est pas comment on fait des équations, c'est pourquoi est-ce qu'on fait des équations? Quel est l'intérêt? Et tu as mis aussi la notion du quoi dans le sens de la projection future. Alors moi, je l'appelle le et après. C'est et après. Qu'est-ce qu'on en fait de ce truc? À quoi ça va me servir plus tard? Et combien de gamins te disent à un moment donné, ouais, mais moi, on m'a appris à faire des équations, pour reprendre cet exemple-là, je m'en fous, j'en aurai aucune utilité plus tard. Ou j'ai appris l'histoire à l'école, mais après, qu'est-ce que je vais en faire? Eh bien, je trouve ça intéressant, je trouve ça nécessaire de dire, oui, mais en fait, l'histoire, ça peut t'aider. Ça peut t'aider pour telle ou telle chose. Et tu sais ce que je faisais, alors, en formation numérique, c'est un petit peu moins facile à faire. En atelier, oui. Mais ce que je faisais beaucoup lorsque je faisais des formations en présentiel, c'est dans cette pédagogie-là. Donc, on faisait le pourquoi, donc le sens.
Après, on expliquait les principes, les concepts. Bon, ça va te parler tout ça, les principes, les concepts, le mode de fonctionnement, la mise en application, l'exercice qui vient ensuite pour, comme tu l'as dit, et je trouve ça génial aussi de mettre plusieurs options pour donner une liberté, donc d'expérimenter. Et enfin vient du moins dans une des pédagogies, puisqu'il y en a de multiples, vient le et après. Et moi, ce que je faisais sur le et après, c'est leur poser la question. C'est pas leur dire et après vous pouvez faire ça, 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 ça et ça. Par exemple, vous connaissez votre type énéagramme, vous pouvez faire ça, ça, ça et ça et un type énéagramme. C'est plutôt dire mais qu'est-ce que vous pourriez faire avec votre type énéagramme? Maintenant que vous connaissez votre type, qu'est-ce que vous allez faire? Comment ça va vous aider? Et du coup, ça stimule l'apprenant, à grand enfant ou adulte, à justement aller se porter sur eh bien le sens concret et à préserver, et pas juste que ce soit une mémoire à court terme ou une espèce de tampon qui va arriver jusqu'au contrôle de classe ou jusqu'à l'examen. Et une fois que la certification est faite, la mémoire, ça va dégager du cerveau. C'est exactement comme ça que je le mets en place. C'est pour ça que tout à l'heure, quand tu m'as dit est-ce que c'est la même pédagogie, je t'ai dit oui, exactement. Parce que à la fin, on fait. Enfin, je dis à la fin, j'étais en projection de fin de formation, mais en fait, sur tous les cours, on le fait comme ça. C'est-à-dire que en fin de session, il y a les questions-réponses et les comment tu vas l'utiliser, qu'est-ce que tu vas en faire, et on le met en pratique comme ça, exactement. Et donc, si on reprend justement les différences sur les enfants, admettons par exemple, tu as un enfant qui a une certaine particularité. Je vais t'inviter d'ailleurs à nous donner 2 exemples différents. Si tu as un enfant qui a une certaine particularité, on va dire par exemple un enfant qui est plutôt surefficient et un autre enfant qui a une autre particularité. Comment est-ce que justement tu peux adapter l'éducation? Est-ce que c'est la même pédagogie qui va être mise en place ou pas? Est-ce qu'il y a des petites spécificités? Est-ce qu'il y a des choses à savoir justement selon tel ou tel mode de fonctionnement de l'enfant? Bon, ça fait beaucoup de questions. Oui, on va y répondre sans problème. Alors, sur un enfant qui est surefficient, donc il faut comprendre que cet enfant-là, il se distingue par une curiosité insatiable. D'accord, c'est vraiment, il va vouloir aller en vitesse max. Il va avoir un apprentissage qui est accru. Une capacité à comprendre des concepts qui sont complexes. Par exemple, un enfant des fois de 2 ans, 3 ans, il va comprendre la mort, alors que les autres, c'est bien plus tard, tu vois, 10, 12 ans, et des fois même, il y en a qui percutent après. c'est comme ça, et c'est OK. Sauf que là, on se retrouve avec des enfants, par exemple, j'ai eu une élève qui avait 5 ans et demi quand elle a commencé la formation avec moi. C'était ma première année, tu vois, où je faisais la formation, et justement surefficiente, et qui en fait cette année est sortie médaille d'argent au championnat du monde de lecture rapide, et elle a 8 ans cette année. Tu vois, la formation telle que je la présente maintenant, elle a 3 ans. Les ébauches de cette formation un peu moins développée, un peu moins d'attention, elle a 5 ans. Et donc, elle est arrivée à 5 ans et demi. Et moi, j'explique avec des neurosciences, tu vois. Je mets des neurosciences dedans, j'explique comment fonctionne le cerveau. Et je me suis dit, ouf, comment je vais faire? Mais en fait, si tu t'adaptes à l'enfant, ou aux personnes qui sont là. Parce que finalement, moi, mes cours, ils sont vraiment adaptés pour tout âge. Parce que maintenant que j'ai fait avec elle, je sais que je peux le faire avec tout le monde. Elle a compris, je sais que ça fonctionne. Et donc, tu peux te retrouver avec des choses extraordinaires quand tu mets en place cette différence. Et c'est l'écoute, en fait. C'est simplement l'écoute de l'enfant. Et tu t'adaptes. L'exercice, il est valable pour tout le monde. Maintenant, comment moi, en tant que formateur, je dispense ça pour que tout le monde puisse le comprendre. C'est ça qui est important, en fait. C'est juste ça. Donc, et ça, c'est ma problématique à moi. C'est pas, si tu veux, c'est pas la problématique que je vais demander à la personne qui est en face. En fait, c'est moi qui m'adapte.
Et donc, ça permet des choses extraordinaires comme l'année dernière, parce que mes cours, je les ouvre, c'est-à-dire que je vais faire, par exemple, les cours avec l'Université de la Nouvelle-Calédonie, à qui je vais travailler avec les avocats du barreau pour qu'ils passent le barreau, justement. Et là, tu as de mes élèves qui sont dans des écoles à distance, qui ont l'opportunité de venir. Parce que je leur dis, bon, ben, tel jour, telle heure, je refais ce cours-là, si vous l'avez loupé, ou si je refais, voilà. Comme c'est en distanciel, je me suis retrouvée avec des enfants au cours avec les universitaires, avec des universitaires qui ne comprenaient pas, et des enfants qui expliquaient. Parce que j'aime bien cette interaction. C'est-à-dire que je dis, qui c'est qui peut expliquer? Si après ils peuvent pas expliquer, j'explique. Mais qui c'est qui l'a compris, le concept, et qui peut l'expliquer? Et je me suis retrouvée avec un enfant qui avait 8 ans et demi ou 9 ans, qui expliquait aux universitaires pourquoi ça fonctionnait, comment ça fonctionnait, et comment on le mettait en place. Et ça, c'est extrêmement... C'est génial, c'est extraordinaire. Tu vois? C'est super intéressant. Ouais, ça doit être beau, c'est magnifique à vivre. Ouais, Totalement. c'est extraordinaire. Ça, c'est vraiment une expérience. Je la souhaite à tout le monde. Unique. Unique. Et j'en viens aussi à une autre question qui est finalement dans le sens, alors, moi j'ai rencontré cela, alors, c'est déjà un point que je pourrais repréciser aussi en termes d'éducation, d'apprentissage. C'est vrai que moi, je suis formateur, je suis pas éducateur, je suis pas. Mais ce que j'ai constaté beaucoup et c'est un lien avec ce que tu as dit là, c'est que pour moi, en fait, en formation, finalement, le mode de fonctionnement d'un adulte en classe de cours, des fois, on a l'impression qu'on peut avoir et tout particulièrement en présentiel, des retours avec des sujets qu'on va retrouver chez les enfants, avec la personne qui veut se faire apprécier du professeur, avec les rebelles, avec les bavards du fond de la classe, tout ça. Donc, c'est intéressant parce que finalement, c'est pour ça que je trouve que le mot pédagogique a du sens. Et donc j'en viens, ça c'est petite digression, mais pour en venir à ma question de fond, c'est que forcément, quand on est face à un groupe, moi tu vois par exemple, lorsque je donnais une formation face à 10, 15, 20 personnes, ou même face à 5 personnes, forcément il y a des personnes qui captent de suite. D'ailleurs, bien souvent, on a tendance à apprécier plus les personnes qui captent de suite parce que, forcément, on se dit, ah, mais c'est cool, c'est plus agréable de bosser avec eux. Mais parce c'est que pas toi, les personnes. tu es comme ça, en fait. Tu comprends? Je parle pas de moi en particulier. Je parle pas de moi en particulier. C'est même plus quelque chose qui m'embête parce que, étant enfant, j'ai pu voir justement chez des professeurs ce côté un petit peu du fameux chouchou et de la chouchoute. Et en fait, moi, ma façon de penser est la suivante, c'est que c'est pas la personne qui a le plus besoin, c'est pas la personne qui a le besoin de plus d'attention. Et c'est une de mes perspectives. Donc, dans un groupe, il y a toujours ce côté-là. Il y a les personnes qui captent super vite. Ensuite, il y a, on va dire, le groupe qui avance à son rythme. Un peu comme dans le cyclisme ou dans les marathons, on va avoir les premiers qui arrivent et ils sont très peu. Puis après, on va avoir la grosse masse. Et après, et j'en viens surtout à ces personnes-là, les personnes qui sont en retard, qui ont du mal, qui n'arrivent pas à raccrocher les wagons. Et en fait, c'est super difficile parce que d'un point de vue pédagogique, on a finalement un apprentissage à délivrer. On doit traiter avec un groupe qui est homogène sans forcément l'être. Qu'est-ce qu'on fait de ces personnes-là qui sont en queue de peloton? C'est très simple. Et je sais, pour avoir vu dans certaines situations, que certains sont totalement délaissés parce que finalement, qu'est-ce qu'on peut faire, quoi? Et j'en viens à te poser la question, toi, quelles seraient les solutions et quelle est la solution, surtout pour des parents qui ont l'impression que, par exemple, leur enfant se trouve dans des situations de difficulté par rapport à un environnement donné ou autre. Donc, il y a soit en tant qu'éducateur, mais il y a aussi en tant que parent, qu'est-ce qu'on fait?
Alors, moi, en tant que formateur, comme je t'ai expliqué avec justement l'université et justement les enfants qui étaient là en cours, moi, je mets de l'interaction dans le cours. C'est-à-dire que dans ma formation, il y a personne qui est à la ramasse. Celui qui est à la ramasse, ben, celui qui est très bon, il va l'aider. Donc, je vais prendre la problématique de l'enfant qui a... Intéressant. Voilà. Et je vais utiliser justement ceux qui veulent, tu sais, il y a ceux qui comprennent vite et qui veulent être mis en avant et qui ont besoin de ça. Eh ben, ok, je te mets en avant. Par contre, je te mets pas en avant, t'es pas mon chouchou. Tu vas être celui qui aide l'autre. C'est génial. C'est génial. Et donc, en fait, il y a ça met une interaction au niveau du groupe et une cohésion de groupe. Et j'ai un très très beau témoignage là-dessus d'une professeure des écoles avec qui j'ai travaillé, qui au départ, déjà pour te dire, pour te donner l'exemple, mais très concret, quand elle est venue me démarcher, la directrice lui a dit OK, mais on prend que les meilleurs. Donc moi, quand elle m'a dit ça, j'ai dit écoutez, au revoir, c'est pas pour moi. Moi, je fonctionne pas comme ça. C'est ou toute la classe ou personne. D'autant plus que les derniers à l'école seront peut-être pas les derniers au championnat du monde. Tu vois, si tu les, exactement. Ça n'a rien à voir. Je travaille pas comme ça. C'est pas possible. Donc finalement, on a. Et excuse-moi, je me permets de souligner ici parce que c'est quand même un point clé qu'on a tous expérimenté en tant qu'adultes, mais c'est nécessaire de le répéter, de le répéter, parce qu'on parle de valorisation de soi. C'est comme tu disais, les premiers à l'école ne seront pas les premiers dans l'école de la vie, et les derniers à l'école ne seront pas les derniers à l'école de la vie. Donc il faut vraiment garder ça en tête. Et surtout parce que je sais que parmi les personnes qui nous écoutent, il y a beaucoup d'adultes qui ont des personnes qui ont un manque énorme de confiance en soi, qui est venu de l'enfance, alors que ce soit à l'intérieur sur les bancs d'école ou que ce soit peut-être en famille ou ailleurs, et de vraiment de se rappeler de ça. Il faut s'en rappeler parce que si tu regardes les exemples d'entrepreneurs, des gros entrepreneurs, des grands entrepreneurs qui ont réussi, souvent quand ils te parlent de l'école, on est d'accord qu'ils sont pas allés très très loin. Et quand tu regardes des fois des gens qui ont des bacs plus, finalement ils sont salariés, ils sont pas heureux dans leur travail et ils tournent en rond. Donc ça, c'est pas un gage de réussite. Et c'est pas comme ça qu'il faut le prendre, à mon sens. Et c'est pour ça que dans mes formations, je le fais pas comme ça. Justement, je mets celui qui a besoin de parler, de s'exprimer, ce que je suis en général. Ça me fait plaisir d'avoir des gens comme ça en cours, mais je vais les utiliser. Je vais les utiliser à bon escient, c'est-à-dire que oui, bon, ben, tu parles pas que pour parler. Si tu parles, ben, c'est pour aider les autres. Et ceux qui sont derrière, je peux permettre de donner. Je me mets en fait au niveau des parents qui ont besoin, et c'est ceux-là qui vont prendre les rendez-vous. Moi, je leur donne le lien direct pour prendre les rendez-vous à tout le monde. Et c'est souvent ces parents-là, d'enfants qui sont en retrait, qui viennent demander. Et c'est pas un problème. Tu viens 2, 3, 4, 5 fois, c'est pas un souci. Et pour en revenir avec cette classe, à la fin, ce travail-là a fait que une petite fille qui était dyslexique, qui partait avec un nombre de mots en lecture rapide de 90 mots, 70 mots, minute, qui est, tu sais, c'est vraiment quand tu es en train de lire comme ça, qui finalement s'est retrouvé dans les 50 premiers pourcents, les meilleurs pourcents du championnat du monde, et qui, sur une classe de 30, est arrivé 12e. Tu vois, ça c'est... Et si j'avais écouté la directrice, elle n'était pas dans le groupe. Et donc, c'était une des meilleures de sa classe. Et elle a fini au championnat bien classée. Et le résultat autre, c'est que la cohésion dans la classe a changé. Les performances dans la classe ont changé. Tu vois? Et ça, c'est important. Ça, c'est important. Pour moi, c'est important. C'est ça la victoire.
C'est génial, c'est génial, c'est super beau et je trouve que c'est magnifique au-delà de ça, c'est effectivement de prendre en considération finalement que tout le monde a un potentiel latent, que chacun va l'expérimenter et l'exprimer d'une façon différente, que finalement, eh bien, une petite fille qu'on n'avait pas, qu'on sentait qu'elle était un petit peu en difficulté, eh bien, a montré que c'est possible. Et de l'autre côté aussi, d'utiliser justement les points de force de certains enfants pour favoriser un collectif et finalement que ces énergies toutes différentes, toutes uniques, arrivent à créer une belle osmose individuelle et collective. Donc je trouve ça très joli. Je te remercie vraiment, Karine. C'est vraiment super. Tu nous as donné Merci à toi. De très belles perles. J'ai vraiment beaucoup apprécié notre échange, tes retours, tes anecdotes et tes conseils. Tu nous as parlé également de ta formation AAA, apprendre à apprendre. Est-ce que, pour conclure, tu pourrais nous en dire quelques mots supplémentaires pour celles et ceux qui nous suivent et qui voudraient aller plus loin avec toi? Oui, c'est gentil. Ben écoute, c'est une formation qui est sur 14 semaines, donc qui est ouverte à tous. Voilà. Dedans, j'utilise effectivement, on a dit tout à l'heure, la lecture rapide, le mind mapping, mais pas que. En fait, je me suis formée sur plein de choses comme le brain gym, comme l'hypnose. Du coup, je m'en sers d'outils de tout ça pour à la fin changer le mindset en même temps des parents, comme je te le disais, du groupe et de l'enfant ou de l'adulte qui peut venir sur la formation. Voilà, c'est quelque chose qui pour moi est important. Génial. Mais dans tous les cas, si vous voulez aller plus loin, vous retrouverez les liens qui sont juste en dessous, juste en description de cette masterclass. Je rappelle également qu'en plus de cela, eh bien, vous avez un groupe Telegram privé avec plusieurs canaux d'échange, donc sur l'application Telegram, sur Android, iOS, iPhone, même sur PC, Mac, voilà. Vous pouvez y accéder et du coup pouvoir échanger, poser vos questions et interagir par rapport aux différents événements, aux différentes masterclass qui sont présentes et puis autour du sujet de la connaissance de soi puisque on est quand même sur le sommet de la connaissance de soi. Donc vous retrouverez les liens en description pour rejoindre Karine et aller plus loin avec elle ou pour continuer la discussion. C'était un plaisir. Je te souhaite le meilleur et vraiment merci beaucoup. de pouvoir discuter ensemble. Merci. À bientôt. À bientôt.